sur la chaîne Projet Ventilo. Et aujourd'hui, du coup, on accueille Victor de la chaîne Le Cinématographeur. Et on va parler de son segment de la lettre C pour les lettres de l'angoisse numéro 2. C pour le cri. C'était quoi ton chemin de réflexion qui t'a amené de cette lettre jusqu'au mot cri? Et, ou bien est-ce que tu avais un concept, tu t'étais dit, ah tiens, je pourrais faire le mot cri avec cette lettre. Dans quel sens c'est allé? Et donc moi, ça fait 3 ans que je suis sur le truc, et au départ, je voulais absolument le contacter rapidement parce que je devais partir en voyage de noces en Papouasie. Et là, on devait visiter un lac d'eau qui est pas un lac d'eau de mer, c'est un lac d'eau douce avec des milliers de méduses dedans, mais des méduses qui piquent pas. Et donc je me suis dit que ça serait une super idée de faire un court-métrage sur un voyage de noces qui se passe super bien avec le soleil, les îles, tout ça, et au bout d'un moment arriver dans un lac et voir une méduse, puis deux, puis 5, puis 1000, et résultat se faire entraîner dans les profondeurs du lac. C'était ça mon truc de départ. Parti en voyage de noces, j'ai commencé à filmer des trucs à droite à gauche, et arrivé dans le lac, ça fonctionnait pas du tout. La caméra que j'avais, elle s'embuait, donc on pouvait pas ouvrir le truc parce que j'étais vraiment en plein milieu du lac. Ça a été une catastrophe. J'ai essayé de tourner des plans, il en reste une petite minute de ce court-métrage là. En plus, c'était pré-saison de reproduction, donc il y en avait pas tant que ça. Il y en avait une dizaine, il y en avait pas des milliers. Donc ça c'est un peu tombé à l'eau, mais j'avais quand même fait mon pitch à Anthony en disant je veux absolument faire partie. Donc je me suis retrouvé été 2022 un peu sur le tas en me disant bon ben maintenant il faut que tu fasses un cours, parce que normalement on était censé lui rendre pour le mois de décembre, je crois, décembre 2022. Et là il sort en janvier 2025. Et donc à partir de là, je galérais un petit peu, et j'ai fait une espèce de réunion de crise avec mon frère qui est romancier, Olivier Norek, et je lui dis voilà, j'aimerais trouver un truc, il faut qu'on fasse un ping-pong d'idées, et je venais de revoir pour Blowout de Palma, qui est un de mes cinéastes préférés. Et j'étais en train de faire découvrir à mon mari un peu toute la filmo de Palma. Et je me suis dit, ah, ça serait une super bonne idée dans ce concept-là, d'un truc qu'on doit enregistrer et qui fonctionne pas. Toute la scène d'intro de Palma, c'est ça, c'est un faux film d'horreur, et il y a un cri qui fonctionne pas. Et je me suis dit que reprendre ça, en rechanger les codes et changer un petit peu le propos du film, ça serait une idée intéressante. Et donc à partir de là, on a imaginé cette espèce d'ingé son qui se met à devenir elle-même la tueuse pour pouvoir devoir vraiment avoir un vrai cri pour pouvoir mettre dans le film. Parce que dans Blowout, c'est sur une histoire d'amour, et c'est à la mort de sa copine qui réutilise le cri. Donc c'est énorme, c'est super triste. Mais là, c'était plus dans le côté thriller, un peu on va passer à l'action, on va renverser les codes, et puis c'est celui qui est derrière la caméra qui revient devant la caméra pour pouvoir faire des choses où la fiction se mêle à la réalité. Je pense qu'on va en reparler un petit peu quand tu vas me poser des questions. Tout le monde se pose des questions de pourquoi il y a une esthétique particulière dans mon film qui change à la moitié puis qui se réinverse à la fin. Et tout ça, c'est sur les barrières entre fiction et réalité. Mais je pense qu'on va en reparler un petit peu plus quand on va décortiquer tout ce qu'il y a derrière. Toute la course-poursuite entre ces deux, un peu, j'ai envie de dire, ces deux symboles de l'horreur. Ah, déjà, est-ce qu'il y avait une raison pour avoir pris ces deux symboles-là, ou c'est juste, tu t'es dit, tiens, ça va être amusant d'user un peu de ça? Alors non, pas du tout, il y a une vraie raison, il y a une raison pour tout en fait. C'est un peu le principe de ma chaîne, c'est décrypter les symboles de mise en scène et tout ce qu'il y a derrière. Et j'avais fait justement un épisode sur Scream où j'avais décortiqué à quel point le principe, c'est le palimpseste dans Scream. C'est ces films qui, t'as l'impression de voir quelque chose, mais quand tu grattes la surface, comme des œuvres d'art sur lesquelles on a peint par-dessus une autre. Et en fait, quand tu décortiques un peu Scream, il y a Halloween derrière. Tous les éléments de Scream, il y a Halloween qui se cache derrière, parce que Halloween, c'est plus ou moins le premier slasher américain. On peut dire qu'il y a Black Christmas avant, mais en fait, c'est lui qui a posé pas mal de codes, le tueur au masque blanc, pas mal de choses. Et en fait, Scream reprend énormément des codes de Halloween, en le citant évidemment au début, puis à la télé, il passe dans Halloween, mais il y a énormément de choses en plus. Il y a des musiques, il y a des cadres, il y a des noms de personnages, il y a pas mal de choses qui se cachent derrière. Et en fait, ce que je voulais faire avec ça, c'était vraiment essayer de comprendre, de décrypter en fait ce qu'est une référence, ce qu'il y a derrière et ce qui se cache derrière. Parce qu'en fait, quand le court-métrage, donc il ouvre
sur c'est un mouvement de caméra qui sort de la bouche du cri de Munch, qui s'appelle Cri aussi, et qui est l'inspiration du masque de Scream. C'est la forme, c'est le cri de Munch. Et en fait, donc d'un côté, t'as le Ghostface qui est pris entre la première référence qui est le cri de Munch. Dès qu'il y a la lumière qui s'allume, tu le vois se superposer sur le tableau. Et puis là, tu as un contre-champ, et puis il tourne la tête, et derrière lui, il y a le tueur de Halloween, il y a Michael Myers. Et donc en fait, c'est cette espèce de référence qui est prise entre les deux, et qui devient ça, et qui finalement est pourchassée après. Et donc tu as plein de trucs voilà, sur qu'est-ce qui se cache derrière une référence, qu'est-ce qui apparaît derrière, et finalement, quel est le chemin de pensée derrière, parce que tu as aussi tout un truc sur le premier, quand je disais que c'était le premier tueur masqué avec un masque blanc, c'est pas vrai, le premier tueur masqué avec un masque blanc, c'est chez Mario Bava dans 6 femmes pour l'assassin, d'où la lumière qui est utilisée, voilà, que j'ai réussi d'utiliser un petit peu les lampes rouges et bleues. C'est la première fois dans le giallo, dans le cinéma italien, qu'on utilisait des lumières aussi vives qui seront réutilisées plus tard par Dario Argento. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a ces lumières-là qui arrivent à ce moment-là. Pareil, la musique, c'est une réinterprétation assez libre du thème de Trauma de Dario Argento. Donc pareil, voilà, c'est que des références sur des références, mais c'est pas des références juste gratuites pour dire « Ah, j'ai référencé ça, j'ai référencé ça ». Il y a un espèce de cheminement derrière, parce que tout ça, le giallo, c'est ça qui a donné aussi le slasher, c'est ça qui a créé la baie sanglante de Mario Bava, puis ensuite Halloween, puis tous les autres. Donc c'était une manière de remonter un petit peu le fil de tout ça à travers les références, et ça voilà. Et donc le lien avec après, c'est donc quand je te dis gratter la référence, essayer de comprendre ce qui se passe derrière, en fait tu arrives exactement derrière la caméra, parce que au fur et à mesure quand tu grattes, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est évidemment les gens qui tournent et comment c'est fait, la technique de tout ça, et comment finalement tous ces trucs-là vont s'entremêler, et tu sais plus décortiquer la réalité de la fiction, vu qu'à la moitié du film, pendant la scène de torture chez le dentiste, en fait c'est la musique du film qui est réutilisée, donc c'est dans la réalité, dans ce qui est la réalité, c'est la musique de la fiction qui est réutilisée. Ça, je l'ai piqué à Dario Argento dans Trauma, d'ailleurs, dans la musique qui donc est librement adaptée, parce qu'il y a une scène où la musique extradiégétique devient intradiégétique, donc la musique qui est normalement la musique du film devient une musique qui existe vraiment dans la fiction. Et donc tout ce truc se mélange un petit peu, et c'est pour ça que aussi j'ai fait en sorte de filmer la fiction comme la réalité, et la réalité comme la fiction. C'est pour ça qu'en fait, à la moitié, à partir du moment où ça se passe dans la réalité avec le producteur, l'ingé son, l'acteur et tout ça, en fait, on a l'impression d'une vieille pellicule qui a été trouvée, alors qu'avant, c'est plus ou moins hyper réaliste dans la manière dont c'est filmé. Et c'est aussi pour ça que j'ai utilisé une vraie caméra pour filmer tout ce qui était dans la réalité, et j'ai utilisé un téléphone portable pour filmer tout ce qui était dans la fiction. Donc en fait, j'ai essayé, ça se voit pas trop, c'est raté, mais c'est comme l'effet se sent pas vraiment, parce que j'ai rajouté énormément de choses derrière. Mais c'est Jérémy Perrin, quand je l'avais interviewé pour Mars Express, il m'avait dit voilà, ça fait partie des idées de mise en scène, on les a, personne va les comprendre, mais c'est pas grave, parce que lui, dans Mars Express, il avait dessiné tous les personnages humains à la main, et tous les personnages de robots en animation 3D. Et il me disait voilà, personne le voit, personne le saura jamais, mais moi je l'ai fait, et il y a une intention derrière, pour voilà, cette espèce de différence entre qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, qu'est-ce qui est fait en quelle manière. Et donc utiliser un ordinateur pour faire des robots et utiliser la main pour faire les personnages humains, ça allait sur le fil de la réflexion de qu'est-ce qu'une pensée humaine. Et moi j'étais sur le même style, en mode on va pas filmer de la même manière la réalité et la fiction, on va le filmer avec deux outils différents pour pouvoir voilà, essayer de dire quelque chose. Mais de toute façon, ça se voit encore plus dans l'esthétique plus ou moins voilà, vieux film retrouvé, que j'ai beaucoup emprunté au film justement italien des années 60, qu'on revoit voilà, dans des mauvaises qualités, avec les sauts de projection, la pellicule qui brûle. Et justement, la pellicule, elle brûle au moment où la fiction, enfin la réalité va devenir fiction, vu que c'est le moment où l'ingé son va devenir celle qui torture pour pouvoir avoir son voilà. Désolé, pareil, j'ai refait un long tunnel, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont intrigués par ce choix-là.
Donc s'ils sont intrigués, c'est qu'ils n'ont pas forcément compris, donc c'est que je l'ai mal fait. Mais c'était l'idée qu'il y avait derrière. Mais voilà, ça reste le premier cours que j'ai fait en 15 ans. J'avais fait un court-métrage quand j'étais étudiant. Donc j'ai essayé, ça n'a pas forcément fonctionné, mais au moins je suis content de l'avoir fait. Moi j'en suis satisfait. Ça reste un truc fait avec 0 €, vraiment aucun budget. D'ailleurs, celle qui joue l'ingé son, l'actrice principale, c'est celle qui jouait dans mon premier court-métrage il y a 15 ans. Donc c'est marrant de continuer ça, ouais. Mais c'est vrai que c'est fou de se rendre compte comme justement comme tu disais, rien n'est gratuit, tout vient de quelque part. Et moi aussi qui ai fait quelques courts-métrages, je me rends compte de tiens, j'ai envie de faire un hommage à telle chose, à travers ça, à travers cette telle lumière, j'ai envie de raconter telle chose. Et comme tu dis, des fois on sera les seules personnes à savoir, mais au pire c'est pas grave, on s'est fait plaisir et on a créé quelque chose. Ben c'est ça, Hitchcock il disait, moi j'ai toujours la marotte d'Hitchcock qui disait le public verra pas 90% des choses que vous mettez dans un film, mais le principal c'est que ça y soit parce que ça vient d'une réflexion et le chemin de réflexion il fait que inconsciemment, de façon subconsciente, ça va marquer d'une manière ou d'une autre. Ça sera pas compris, mais ça marquera d'une manière ou d'une autre. Et en fait, quand tu vois un peu tous les films qui sont restés jusqu'à présent, je dis pas du tout que mon film va rester, absolument pas. Je sais qu'il a plein de problèmes, absolument pas. C'est vraiment un tout petit truc que j'ai fait pour m'amuser à la base. Mais je parle dans l'histoire du cinéma, tous les films qui nous restent maintenant, des années 30, 40, 50, 60, 70, même 80, c'est des films ont une vraie volonté autre que juste raconter une histoire. C'est un peu ça, voilà, ce que j'aime dans le cinéma, c'est les films qui vont un tout petit peu plus loin que juste poser la caméra et filmer des gens parler. Comme justement, c'est ce que dit Hitchcock, c'est que la majorité du temps, le cinéma, c'est filmer des gens parler, et c'est lui ce qu'il aimait pas faire. Et d'ailleurs, quand je te disais que voilà, plier la réalité, la fiction et tout ça, c'est aussi pour ça que le film est en miroir, qu'au milieu, t'as la pellicule qui brûle, que ça commence par la caméra qui sort de la bouche comme un cri d'ailleurs. Qu'est-ce qui sort de la bouche? C'est un cri, ça fait ça. Et à la fin, c'est exactement la même chose, où c'est la caméra qui re-rentre dans la bouche du gamin pour plier le film en deux, avec pile au milieu, à 2 minutes 22, un truc comme ça, t'as la pellicule qui brûle pour le plier en deux avec la réalité qui devient la fiction, où t'as les lumières de la fiction qui arrivent dans la réalité. Et quand elle tourne le couteau à la fin, où tu vois le micro qui est planqué derrière le couteau pour entendre le cri quand elle lui plonge dans la bouche, ça redevient filmé comme le film en fait. À partir du moment où elle tourne le couteau, ça change de lumière, et le truc était en 2,35 avant, ça redevient en 1,85, et c'est refilmé à ce moment-là. Les filtres sont enlevés, donc t'as plus le côté fiction réalité. Et avant tu parlais justement de références et choses comme ça, et du coup je me demande, au bout d'un moment il y a Ghostface qui chute. Est-ce que c'est une référence ou c'est juste pas voulu? C'est pas voulu. On a fait, je pense qu'il y a 2 heures de rush de cette scène-là. Mais en fait, c'était pas voulu. C'est mon mari qui est dans le costume et qui se vautre la gueule parce qu'il avait un peu plu avant. C'était un peu la catastrophe ce moment-là. Il avait un peu plu. Et donc il se ramasse la gueule sur des feuilles mortes, mais j'ai trouvé ça intéressant de le garder, déjà parce que moi ça me faisait rire, et en plus parce que Scream c'est le premier film qui a réinstauré l'humain dans le tueur, où t'as vraiment l'impression qu'il y a un être humain derrière le masque, contrairement à Halloween où justement c'était fait pour être robotisé, tout ça, parce que Michael Myers c'est plus un être humain, c'est l'esprit du mal, c'est vraiment c'est le mal incarné, c'était tout le principe. Et dans Scream, tu remets l'humain derrière le masque et tu as toujours l'impression que le tueur fait des choix conscients à chaque fois. Il se dit « Ah, je suis devant une porte, qu'est-ce que je vais faire ?» Tandis que Michael Myers, il se pose pas de questions, il avance toujours. C'est un peu comme It Follows. Et dans Scream, il chute régulièrement, et c'est pour ça que je m'étais dit « Ah, c'est une bonne idée de rajouter cet élément-là qui a été justement assis par Scream dans le slasher et dans le film d'horreur, remettre un côté humain et réaliste. » C'est drôle comme des fois juste ce qui se passe sur un tournage qui n'était pas prévu à la base, d'un coup peut avoir un sens et raconter quelque chose. Et c'est pas du tout pour me la péter ou tout ça, mais quand j'ai interviewé Coralie Farja pour Rokirama pour The Substance, elle disait, je lui avais posé des questions, il y avait un truc où c'était je lui posais une question sur les crevettes. Je lui disais, mais c'est génial le fait que j'allais dire Harvey Weinstein, le même, mais Dennis Quaid bouffe des crevettes à ce moment-là, parce que les crevettes c'est quoi? C'est un truc où il y a une coquille à l'intérieur.
ouvres la coquille, tu prends ce qu'il y a dedans, tu manges la chair et tu laisses la coquille vide à l'extérieur. Et c'est exactement ce qui se passe dans The Substance. C'est Margaret Qualley qui sort du corps de Demi Moore et Demi Moore qui est remisé dans un endroit et ça devient une coquille vide qui avait Margaret Qualley en substance dans son dos. Et elle me dit, mais en fait, je n'avais pas du tout conceptualisé ça sur les crevettes, j'avais pas pensé. Je ne l'avais pas intellectualisé, mais je sais qu'à un moment dans l'écriture du film, j'ai imaginé les crevettes et je savais que c'était ça et pas autre chose. Et c'est pas forcément parce que je l'ai pas intellectualisé que ça avait pas du sens. Et je sais que les choses, elles me viennent à un moment dans l'écriture du film et elles me viennent pour une raison, parce que je réfléchis à tout ce que va être le film et je me dis ah ça serait parfait pour, et des fois je me questionne pas pour savoir si ça a vraiment du sens ou pas, je sais qu'il faut que ça soit ça. Et donc des fois voilà, il y a des petits trucs auxquels tu penses pas vraiment et qui finalement à la fin tu te dis ah bah oui évidemment, parce que quand tu es en fait quand tu penses que à ton film pendant des mois et des mois, elle c'est des années puisqu'elle a mis 5 ans à le faire, mais moi c'était des mois, j'ai pensé à ça et à chaque fois je me disais ah mais ça pourrait aller, ça pourrait aller, parce que tu penses toujours au propos de ton film, qu'est-ce que tu veux raconter dans un film, parce que même si ça dure 4 minutes 30, mais en fait dans la réalité ça dure 6 mois le moment où le moment où tu commences à l'écrire, le moment où tu parles aux acteurs, tu fais du storyboard, tu réfléchis, le tournage, le montage après, et tu vas rajouter des trucs à chaque fois parce que tu penses à différentes choses. Parce que tu penses qu'à ça, tu penses à ce dont ton film parle. Et en fait, au fur et à mesure, tu rajoutes des choses. C'est pas tout n'a pas été forcément conscientisé comme dans mes épisodes en disant, bah alors, grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, voilà, on va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. Mais en fait, c'est un espèce de processus intellectuel où comme tu sais de quoi tu vas parler, tu dis ah ça fonctionne bien à cet endroit-là parce que le film parle de ça, donc je garde, ou on le met, ou alors sur le tournage on va faire ah mais en fait ce cadrage-là il a plus de sens que autre chose, et voilà. Tu parles justement de tout ce qu'il y a autour des films, d'un point de vue technique, etc. Moi, justement, j'ai deux questions purement techniques qui me sont venues quand j'ai vu ton court-métrage. Déjà, il y a, à la fin de la course-poursuite, il y a toute cette forêt qui est luminescente. C'est tout con, j'avais vu ça dans un, dans un escape game. Et je crois qu'ils l'ont réutilisé dans 2-3 sauts, des trucs comme ça où ils éteignent la lumière. Et puis en fait, c'est une lumière UV. Enfin, c'est la peinture, c'est une lumière UV, la peinture qui réfléchit uniquement à l'UV. Donc en fait, quand tu éclaires un truc avec cette lumière-là, ça réfléchit énormément. Et comme le reste est un peu moins éclairé, ben, la caméra ne voit que la peinture réfléchissante. Donc ça marchait bien avec les deux masques blancs et ça marchait bien avec toute la peinture qu'on avait mis. Donc en fait, on a passé 2 heures à peindre la forêt avec des bombes de peinture luminescente pour que ça donne ça. Et pareil, là où il y a écrit Cri, c'est là où je trouve ça dommage en fait qu'on connaisse pas le nom du film avant, parce qu'Anthony il a mis à chaque fois le nom des cours à la fin, et je trouvais ça important, et c'est pour ça que heureusement que j'avais mis le mot Cri avec la peinture orange au moment où on rechange de couleur où on passe à la peinture luminescente au milieu de la course-poursuite. Il y a marqué Cri avec de la peinture orange. Ça n'a pas été facile à faire parce qu'il fallait déformer les lettres avec la perspective. C'était écrit par terre et on ne pouvait pas se planter parce qu'en fait, on pouvait l'écrire qu'à un seul endroit. Donc il fallait surtout pas se planter. Mais ouais, on a passé 2 heures en pleine journée à peindre toute la forêt pour pouvoir, dans un corridor d'arbres. C'est chez mes parents, en plein milieu de la Cambrousse avéronaise. Il y a un endroit où il y a un espèce de corridor avec des feuilles mortes. On était à l'automne, donc c'était un peu plus compliqué parce je m'étais dit on pourra peindre les feuilles et tout, mais en fait il y avait que des branches, donc c'était un peu plus compliqué. Il restait 2-3 feuilles mortes, on les a peintes sur le truc, mais sinon c'est beaucoup de branchages qui prennent la couleur. Et je trouvais ça assez cool, cette espèce de tunnel d'arbres pour faire une course-poursuite, justement avec Michael Myers qui est toujours en ligne droite et que tout se fasse en ligne droite, toujours dans le... Ok. Et la deuxième question purement technique que j'avais, c'est que, on va dire, disons qu'il y a 2 parties à ton court-métrage, et ce que je trouve super impressionnant, c'est la transition purement technique quand on voit, on est sur la phase du cri du personnage, et qu'après on va dans le studio, enfin dans le bureau, et je trouve la transition entre l'image et l'écran, elle est très impressionnante et très bien faite, super fluide. Merci. Ça a été un peu compliqué parce que quand en fait je voulais que ça soit fait directement sur le tournage et ça marchait pas très bien. Donc en fait c'est un effet pratique où en fait c'est celui qui fait le rôle du producteur qui tient l'ordinateur et il le tient proche de la caméra, et en fait pendant que la caméra s'en va, il le remet sur la table sans qu'on le voit.
Donc en fait, c'est un peu comme le Transtra, ça me fait penser au Transtra des Dents de la Mer, au travelling compensé, où en fait, le moment où tu as le shérif Brody qui est sur la table, sur la plage, qui voit le gamin se faire tuer au fond, et à ce moment-là, il y a un travelling compensé, donc il change la profondeur derrière lui, et en fait, on voit sa femme qui tient ses épaules, et en fait, pendant ce temps-là, je sais plus si elle recule ou si elle avance le siège, qui est mis aussi sur des roulettes, pour que ça fonctionne, parce que le truc fonctionnait pas que avec l'optique. Donc en fait, elle bouge en même temps, et c'est pour ça que je me suis dit, ah, on pourrait utiliser un truc comme ça, parce que ça marchait pas le plan où j'étais très très proche de la caméra et de l'écran, et la caméra s'en allait pour pouvoir les faire tous les deux. Ça marchait pas du tout avec ce que j'avais. Donc c'est un espèce de double truc. Et même ça fonctionnait pas forcément. Donc c'est pour ça que j'ai fait le. Donc on voit la vidéo qui se termine du cri, où on rentre dans sa bouche, exactement comme ce qui est, voilà, ce qui est la fin. On rentre dans sa bouche, et on en ressort en marche arrière. Et ça, je l'ai mis 2-3 fois. Et à un moment, en fait, dans ces 2-3 fois où on repart en arrière, c'est là où j'ai enchaîné en détériorant de plus en plus l'image. J'ai enchaîné sur la vraie image de la caméra qui sort de l'écran. Donc en fait, sans s'en rendre compte, à un moment, on bascule dans le plan qui est filmé dans la réalité, dans cette espèce de bureau de direction qui est en fait mon cabinet de dentiste, mon ancien cabinet de dentiste. Voilà, je sais pas si j'ai été très clair, mais Parce que j'avais déjà essayé de faire des effets de transition comme ça une fois, une 1v1, dont j'étais assez content, mais je sais que c'est tellement galère de passer d'un écran duquel on ressort pour aller vers une nouvelle image. Si t'as pas un truc qui est incrusté, si tu fais pas un écran vert et t'incrustes le truc et tu fais du tracking et tout ça, moi je fais pas d'effets spéciaux. D'ailleurs, je remercie il y a un petit effet, il y a un truc qui marchait pas sur la première image du cours, justement, quand la caméra sort de la bouche du cri de Munch. Il y a un truc qui fonctionnait pas parce que ça partait vraiment du noir, et on n'avait pas l'impression qu'on sortait de sa bouche avec la caméra. Et donc j'ai demandé à Adrien Cotla, qui a fait donc le court-métrage Y Yggdrasil des Lettres de l'Angoisse. J'espère que tu vas l'interviewer parce qu'il est vraiment passionnant. Et en fait, c'est lui qui a fait cet effet où on a l'impression qu'on. C'est comme dans Sliders, tu sais, cet effet de tunnel qui sort de sa bouche. Donc la première demi-seconde du court-métrage, c'est Adrien Cotla qui a fait un effet FX pour mon truc, et je le remercie beaucoup parce que ça rajoute quelque chose et on a vraiment l'impression de sortir d'un truc. Il y a des jolies scènes de torture chez le dentiste. C'était pas trop galère à tourner. Alors si, en fait ça dépend. On l'a fait un peu en impro parce que je ne savais pas trop ce que ça allait donner. J'avais des idées, j'avais sur le fait que je voulais fraiser la caméra directement. Pareil dans le côté, voilà, briser la frontière entre la fiction et la réalité, où ça s'attaque directement à l'œil de la caméra. Pareil, au moment où elle le pchite, elle pchite directement dans l'œil de la caméra. En fait, c'est une espèce de truc de plexiglas que j'avais mis dessus. Pareil pour le fraisage. Et en fait, il y avait des trucs qui fonctionnaient pas. Et j'avais d'autres idées pour ça, mais donc on a fait un peu en impro avec toutes les idées que j'avais, où je voulais qu'il y ait le sang sur le visage au même moment où elle commence à fraiser. Je voulais avoir le plan à l'intérieur de la bouche, donc tout ce qui est fait en extérieur de la bouche, c'est fait sur mon ancien siège de dentiste, et je voulais des images à l'intérieur de la bouche, et ça marchait pas, et parce que la caméra rentrait pas, c'était problématique, et j'avais une ancienne caméra buccale, et je me suis dit on pourrait utiliser ça, et en fait elle fonctionnait plus parce que j'ai arrêté d'exercer en novembre 2021, donc c'était quasiment un an après qu'on a tourné. Je crois qu'on a tourné en octobre 2022, et donc j'ai demandé à une amie, genre 8 à 9 mois plus tard, de faire ça chez elle. Donc en fait on a pris 1 heure avec des colorants rouges et des trucs, et sa caméra buccale. Et donc ça, ce qu'on voit, c'est l'intérieur de ma bouche, et où elle va fraiser. Donc il fallait prendre un truc qui pouvait tourner mais qui fasse pas mal, mais qui ressemble quand même à une fraise. Donc on a une espèce de truc à polir, mais qui allait pas prendre ma langue au milieu et l'entourer dans le truc. Donc ça a été vraiment galère à tourner, et surtout qu'en fait il y avait un problème dans son truc de caméra, c'est que déjà c'est du 12 images secondes.
Donc c'était un peu saccadé, donc j'ai dû essayer de le lisser. Et surtout, il y avait un espèce de truc, vraiment au milieu, quatre petits trucs rouges comme ça, qui étaient imprimés sur l'écran. Et donc j'ai galéré à mort, j'ai passé, je crois, dizaines d'heures à, à essayer d'enlever ces petits trucs rouges. Je pense que maintenant, avec du Generative AI, je pourrais le faire super facilement, mais ça fonctionnait pas. Et donc, j'ai fait sur Photoshop, j'ai détouré, enfin non, sur Premiere Pro, j'ai détouré chaque petit truc rouge et derrière, j'ai décalé un petit peu les images pour qu'on ait toujours l'impression que ça fonctionne. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas parce que comme ça bouge énormément, des fois, il y a un morceau de gencive qui est rose, des fois, c'est la langue qui est rouge. Donc, il fallait que je recadre. Donc, j'ai 4 morceaux avec 4 masques dessus qui bougent image par image sur le truc. Ça a été une galère ignoble pour tourner ce truc-là, mais en tout cas, ça a fonctionné. C'est pas aussi bien que ce que j'aurais aimé, c'est pas aussi dégueulasse que ce que j'aurais aimé, mais au moins j'ai essayé. Bah, en tout cas, ça ressort super bien et justement, c'est un truc qui ressort beaucoup de ton court-métrage. Je trouve que ces scènes de torture, parce il y a tout le côté, bah, forcément dentiste, et dentiste, ça parle à énormément de gens, je pense. Bah, du coup, vu que tu étais dentiste, c'est ça, si j'ai bien compris. Oui, Vu que tu étais dentiste, je pense que tu vois très bien comment les gens ne je sont pas connais la version des forcément. gens pour ça. Voilà, exactement. D'ailleurs, quand j'ai regardé ton segment, le jour même, parce que j'ai eu ton segment un petit peu en avance, le jour même, j'allais chez le dentiste 2 heures plus tard. Mais il n'y a pas de souci, ça s'est très bien passé. Et du coup, toi, t'étais. Non, je pense que t'étais pas présent à la soirée au Club de l'Étoile à Paris. Non, parce que j'habite au Non, Canada. c'est ça, ce que je me disais. Mais entre-temps, t'as pu regarder les segments des autres aussi, Ouais. ou bien? Ok. Est-ce qu'il y en a certains que t'as beaucoup aimé dès qu'ils ressortent vraiment pour toi? Yggdrasil, pour le coup, ouais, le segment d'Adrien, il est vraiment chouette. Ça a de la gueule, c'est beau, il y a de la symbolique derrière. Enfin, vraiment, enfin, j'aime beaucoup son segment. J'aime beaucoup le numérique aussi, celui sur, voilà, justement, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça vient chercher en paranoïa. J'aime beaucoup ce style de récit. Celui Ordure aussi, pour le coup, c'est aussi un pote, hein, mais celui d'Achille de Kino, il est vraiment chouette, je trouve, en mode catharsis, avec la fin qui finit avec la poubelle sur la gueule. Ça m'a beaucoup fait, ça m'a beaucoup fait. Donc ouais, ces trois-là, je suis assez partisan. Ouais. C'est drôle parce que justement, j'avais pas encore pris le temps de regarder tous les segments. Je regardais en priorité ceux pour les Bah, personnes que je savais que j'allais interviewer. Et tout le monde me citait Yggdrasil. Je me réjouis de pouvoir enfin prendre le temps de le voir. J'ai enfin pu le regarder et c'est vrai il est magnifique. ça, comme je dis, ça a de la gueule, c'est beau, c'est ça qu'on attend. C'est vraiment voilà, il y a une critique qui ressort un petit peu sur YouTube et tout ça. Mais malheureusement, c'est dû au fait que c'est pas facile de demander à des vidéastes de tourner ça. Et donc, résultat, c'est beaucoup de gens qui explorent leur appartement. Parce que c'est ça que tu as à ta disponibilité. C'est ça que tu peux. Tu es sûr que tu peux refaire ça, faire un plan là, je vais faire un plan là, je vais faire un plan aujourd'hui, je ferai un plan dans une semaine, les monter ensemble, voir comment ça fonctionne. Et donc, résultat, c'est très très dur de faire des trucs à l'extérieur. Pareil, il y en a un qui a beaucoup de gueule, c'est celui qui se passe. Alors, je sais pas dans quel pays ça se passe, l'espèce d'expédition de Valentin. Et ça, c'est aussi absolument magnifique. Mais voilà, tout le monde n'a pas forcément le matériel et tout ça d'aller filmer dehors. Moi, j'ai fait ça la nuit avec des bombes, c'est plus facile que être dans un pays étranger et se dire, je vais prendre 3-4 jours de mon voyage pour faire tous les plans avec des cascades, les trucs, les vues en drone, les trucs dans les grottes. C'est ce que je voulais faire au départ en Papouasie et je me suis rendu compte que c'était pas possible. D'organiser un tournage au milieu de vacances, c'est. Tu parlais des critiques qui ont été faites sur les lettres de l'angoisse, et c'est vrai que c'est un truc qui ressort beaucoup, enfin dans tout cas de ce que j'ai vu, déjà des vidéastes que j'ai interviewées et des gens, pour le moment ce que je trouve qui ressort c'est que les gens ont tendance à préférer cette deuxième édition parce qu'il y a un peu plus d'exploration, a priori de nouveaux concepts. Toi du coup t'avais regardé entièrement le premier, lettre de l'angoisse? Oui, mais il y a 3-4 ans, quoi, quand il est sorti, donc j'en ai pas énormément de souvenirs. Mais je me rappelle, pour le coup, un de ceux qui m'avait le plus marqué, justement, parce qu'il avait de la gueule, et c'était fait en intérieur, c'était celui de Nicolas Delage, cette espèce de dîner de famille, qui était, on aurait vraiment dit un truc pro, en fait, de la manière dont c'était fait. C'est super bien cadré, c'est super bien léché, alors que tout se passait à l'intérieur, à une table de repas. Et ça m'avait beaucoup impressionné parce que
souvent ça a un aspect pas forcément hyper léché, les trucs quand tu filmes en intérieur, surtout avec, voilà, le matériel qu'on a, bah, tu as beaucoup de profondeur de champ, donc ça a vite un aspect un peu TF1 téléfilmique, un peu dégueu avec un éclairage flat, c'est pas facile et là, celui-là, il s'en sortait vraiment très, très bien, c'était magnifique. Et bah écoute, je vois que t'as pris de l'avance sur mes questions en répondant à plein de choses. Désolé. Ah non mais écoute, moi je suis très content. Je dois dire franchement, c'est passionnant de t'écouter parler. Vraiment, Beh, merci. c'est J'ai pas c'est forcément génial. une pensée très structurée, hein. C'est pour ça que dans mes épisodes, tout est très, très, très écrit. Parce que quand je suis à l'oral, je suis pas du genre. Il y a des gens que j'admire parce qu'ils réussissent à structurer leur pensée, à te faire petit 1, petit 2, petit 3, au fur et à mesure qu'ils réfléchissent. Julien du Ciné-Club de Monsieur Bobine, il est comme ça. Simon Rio, il est comme ça. Enfin, c'est des gens que j'admire parce qu'ils ont une faculté de structurer leurs paroles et de tout sortir avec des punchlines et des trucs. Je sais pas faire ça. C'est pour ça que mes vidéos, c'est plutôt très, très écrit et les lives, c'est moins mon truc. Là, ta chaîne en ce moment, bah je vois que tu carbures, ouais, bah comme on en parlait un peu plus tôt, Ouais, t'as. moyen quand même. Les deux Oui, dernières c'est vidéos, vrai que. les trois dernières vidéos ont carrément floppé. Ça me saoule parce que j'ai beaucoup bossé dessus, mais non, il faut que je me recentre sur les. Je pensais qu'Hitchcock ça marcherait. Ça a fait 15 000 vues, c'est par rapport à des 125, 130 000 vues que j'ai sur Seven ou sur The Thing ou des trucs comme ça, c'est pas fou. Donc il faut que je me remette à du truc beaucoup plus grand public. Malheureusement, je voulais explorer un petit peu des choses qui sont grand public, mais peut-être un peu plus niche ou un peu plus classique. C'est pas forcément une bonne idée pour ce que je fais. Je vais rester sur du pur blockbuster. Et là, maintenant dans l'immédiat, est-ce que c'est déjà ta prochaine vidéo qui est préparée? Ou Ouais, au contraire, est-ce que ton segment pour les lettres de l'angoisse, moi ça fait un moment que tu l'as tourné maintenant, mais est-ce que ça t'a donné envie de refaire d'autres courts-métrages? T'en es où là actuellement? C'est bah, quoi les ça, prochains après, projets? faire les courts-métrages, ça prend énormément de temps. C'est tellement chronophage. Et là, je t'avoue que comme j'ai pris 2 ans pour écrire mes 2 bouquins sur Spielberg, ça m'a complètement tout bouffé. Et c'est aussi pour ça que j'étais moins présent sur YouTube et que j'ai dû faire quasiment l'année dernière, en 2024, je crois que j'ai sorti 4 vidéos, un truc comme ça, alors que j'en faisais une par mois avant. Donc là, je reprends un rythme un peu plus soutenu. J'essaie d'en faire une tous les mois, mois et demi. Mais non, faire un court métrage, sauf si j'ai vraiment cette fois-ci une équipe, un truc, une production, un truc derrière, c'est pas prévu tout de suite. En tout cas, pas juste pour le fun, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail et avec finalement pas grand-chose derrière, parce que c'est cool les lettres de l'angoisse, hein, mais si c'est vu par 10 000 personnes, c'est le grand maximum. Donc après, je cours pas derrière les vues non plus, mais le truc c'est que si tu fais un travail pour qu'il soit pas vu, c'est dommage. En fait, c'est juste ça. Oui, c'est bien personnellement. Moi, je suis très content, mais dans ces cas-là, enfin, je suis très content de l'avoir fait. Je voulais absolument le faire. Ça c'est fait. Maintenant, la prochaine fois, si jamais je dois faire des trucs, je passerai un peu au truc du dessus. Et cette fois, j'aurai un vrai ingé son parce que j'ai eu pas mal de soucis avec le son. Pour un truc qui s'appelle Cri sur un ingé son, c'est un peu coton. Mais justement, je trouvais que ça s'insérait bien aussi dans la problématique du film, le fait d'avoir des problèmes de son sur un film sur le son. Je trouvais ça cool. C'est soit ton son est absolument parfait, soit il est dégueulasse, mais il y a pas d'entre-deux. Et donc là, il est dégueulasse, mais c'est pas, on va dire que c'est pas voulu, mais ça s'intègre bien. Donc non, pour le court métrage, on verra par la suite. Mais je voulais vraiment être réalisateur quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans. Je voulais vraiment faire ça. Et je pense que là, le train a un peu passé. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Si ça arrive dans 10 ans, ça arrivera dans 10 ans. J'essaye de pas faire de plan sur la comète, on verra bien. Mais en tout cas, rien de prévu tel quel en forme cinéma. Déjà d'autres idées de vidéos sinon que tu vas aborder sur ta chaîne là actuellement ou bien? Ouais, les deux prochaines sont préparées. Ça fait longtemps que j'annonce un truc sur Fight Club avec Bobine, donc on va faire ça courant de peut-être mars, avril, on verra. Et là, sinon, la prochaine, c'est sur Sixième Sens de Shyamalan. Ah ouais, Rester trop dans des bien. trucs un peu plus grand public pour essayer de rebooster un petit peu l'algorithme sur la chaîne, parce que tout fonctionne avec ça, hein. C'est des trucs de recommandation, et si les trucs sont pas recommandés, ils sont pas recommandés et personne les voit. Ouais, ouais, je comprends tellement. Mais comme tu dis, moi aussi d'habitude, avant je sortais une vidéo par mois, et alors des vidéos beaucoup plus courtes que ce que tu fais. Et l'année passée, en fait, j'ai eu tellement d'autres projets à côté. J'ai créé un jeu de rôle, j'ai plus ou Ah moins wow. écrit un livre, donc j'ai fait plein de choses. Et du coup, d'un coup, je me suis retrouvé à la fin de l'année. J'ai sorti 3 vidéos cette année. Elles étaient courtes en plus.
Donc là, c'est bon, je vais pouvoir m'y remettre. Bah, je vais commencer assez fort, là, peut-être potentiellement avec une vingtaine d'interviews. Donc Oh. voilà. Ouais. Bah oui, avec toutes les. Après, je sais pas si ça va rebooster ton algorithme, hein, parce que bonjour à ceux qui nous regardent. Merci de nous regarder, parce que c'est pas le truc le plus attrayant, mais en tout cas, c'est vraiment vraiment adorable de ta part de faire ça, de prendre le temps. On s'était dit hors micro, mais vraiment merci 1000 fois du temps que tu passes à ça. Bah, moi, comme je dis, c'est un plaisir et ça me permet de rencontrer des gens et ça me fait me relancer un petit peu à refaire des vidéos aussi. Donc moi, je suis content de faire ça et puis je rencontre plein de belles personnes. Donc je suis content. Bah, bah écoute, pour moi, on est tout bon. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ton segment ou... Non, je pense que j'ai bien parlé, j'ai dit pas mal de choses. Je me suis dit, je vais pas prendre de notes pour pas. Donc j'espère que j'ai rien oublié ou tout ça. Et puis au pire, voilà, si les gens veulent en discuter, soit sur les commentaires de ta vidéo, soit en message privé, tout ça, il n'y a pas de souci. Je réponds à tous les gens qui viennent me parler. Donc je peux prendre un peu de temps à répondre, mais je réponds. Ok, merveilleux. Bah, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé ce petit moment pour cette interview. J'espère que ça Merci t'aura de fait m'avoir plaisir invité. aussi. Avec plaisir. Et puis, bah du coup, moi je te dis à tout bientôt. À bientôt. Ça Et marche. merci à tous les spectateurs, spectatrices. À ciao, bisous. Merci.